Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Scott, nous avons eu, depuis que Donald Trump est arrivé, vous savez, a été élu aux États-Unis, il y a eu 2 grandes escalades entre la Russie et l'Occident. L'une d'elles était l'attaque contre les bombardiers nucléaires avant que la guerre entre l'Iran et Israël n'éclate, et la seconde était l'attaque avant l'opération au Venezuela, l'attaque contre la résidence de Poutine. C'est énorme. Regardez, si on observe la tendance, l'attaque contre les bombardiers en ce moment est une escalade majeure, tout comme l'attaque contre Poutine. Et que se passe-t-il dans l'esprit des analystes russes proches de Vladimir Poutine? Comment s'en rendent-ils compte? Comment comprennent-ils la situation avec l'administration Trump? Parce que nous savons que si quelque chose arrive à Vladimir Poutine, nous allons avoir une guerre nucléaire. Il n'y a pas d'issue. Quiconque le remplacera, il va déclencher une guerre nucléaire. Il va attaquer Londres. Il va attaquer tous ces décideurs en Europe. Quel est votre avis sur cela? Jusqu'où veulent-ils aller? Eh bien, je veux dire, c'est l'une des discussions fondamentales C'est pourquoi je vais en Russie, juste pour que tout le monde comprenne, afin que je puisse avoir ces conversations et parler aux gens. Vous savez, je viens de terminer une interview très longue avec Sergei Karaganov. C'est un émine politologue russe, et vous savez, il est un homme très vous savez, interaction russe avec l'Occident. Il pense que la Russie devrait se tourner vers l'Est et travailler avec la Chine, qu'il n'y a pas d'avenir pour la Russie et l'Occident, parce que l'Occident est un partenaire de négociation peu fiable. Il a 100% raison. Mais voilà le problème. Il croit que l'Occident bluffe. Je veux dire, c'est un fervent croyant. Il ne croit pas au désarmement nucléaire. C'est là que lui et moi avons eu des différends dans le passé, parce que je suis vous savez, un défenseur, ou du moins je l'ai été. Je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Je suis un défenseur pour un désarmement significatif. Mais du point de vue russe, Comment pourriez-vous vous engager dans un désarmement significatif avec un partenaire de négociation américain peu fiable? Parce que la clé du désarmement est, vous savez, le bénéfice mutuel du pacte et la nature contraignante du pacte. Et les États-Unis ne peuvent tout simplement pas être du tout dignes de confiance. Et donc, plutôt que de, vous savez, limiter votre force nucléaire, je veux dire, si quelque chose, le comportement des États-Unis favorise l'idée que la Russie renforce sa dissuasion nucléaire, étend ses capacités nucléaires, ce n'est pas la direction que je veux suivre, mais vous savez, je comprends cela. Mais Karaganov pense que les États-Unis bluffent, que les États-Unis n'utiliseront jamais d'armes nucléaires pour défendre l'Europe, et que si l'Europe continue de poser une menace existentielle pour la Russie devrait utiliser des armes nucléaires contre l'Europe. Et il a écrit un article il y a quelques années où il disait que les États-Unis ne sont pas prêts à échanger Boston contre Poznan, ce qui signifie que la Russie peut larguer une bombe nucléaire sur Poznan et que les États-Unis ne feront rien. C'est une sacrée déclaration, un sacré pari. Vous savez, et c'est un homme qui a été assis à côté de Vladimir Poutine. C'est un homme qui participe au club de Valdai. Vous savez, et les gens écoutent cela et disent « Oh, ce sont les partisans de la ligne dure conseillant Vladimir Poutine. » Mais je pense que nous devons comprendre que Sergei Karaganov n'est pas le gouvernement, que le gouvernement russe agit en fait comme s'il croyait cela. Les États-Unis le feraient. Utiliser des armes nucléaires pour défendre l'Europe et que la Russie est vulnérable à une attaque d'armes nucléaires américaines. Et il y a une énorme hésitation à l'intérieur de la Russie, une faiblesse qui est exploitée avec succès par les États-Unis et l'Europe. Je veux dire, la Russie continue, vous savez, de publier des lignes rouges qui continuent d'être franchies et des gens, comme moi et d'autres, évaluent et disent « Eh bien, vous savez, c'est parce que Vladimir Poutine est très pragmatique et qu'en fin de compte, il va faire ce qu'il faut pour accomplir la tâche coûte que coûte. Et si l'Europe le pousse, alors, vous savez, il pourrait utiliser des armes nucléaires. Mais je pense que cela fait débat en ce moment. Je veux dire, je n'ai pas tiré de conclusion. Je ne suis pas assis ici à traiter Vladimir Poutine, vous savez, de girouette. Je crois personnellement qu'il ne l'est pas. Mais je crois qu'il est conseillé par des gens quiconque croit au esprit de l'Alaska aujourd'hui devrait être renvoyé. Il n'y a pas d'esprit de l'Alaska. C'est l'esprit de soumission, l'esprit de reddition.
Et maintenant les Russes doivent, vous savez, réfléchir à la réalité de cette nation voyou, les États-Unis, et comment contenir cette nation voyou. On ne le contient pas par l'amitié, on ne le contient pas par la diplomatie, on le contient par la force. C'est la seule chose que les États-Unis comprennent, c'est la force. Ils passent à l'action dès qu'ils sentent une faiblesse. Et actuellement, le fait que les États-Unis aient abordé un tanker sous pavillon russe dans un acte de piraterie signifie qu'ils sentent une faiblesse de la part de la Russie, et ils continueront à pousser tant qu'ils percevront de la faiblesse. La Russie, à un moment donné, doit faire preuve de force. Et malheureusement, cela signifie probablement une sorte de conflit militaire avec les États-Unis, espérons-le, contenu. Mais encore une fois, vous avez commis un acte de piraterie contre un navire russe. La peine pour les pirates est généralement d'être coulés. Je ne prône pas cela. Je suis américain. Je ne veux pas que du mal arrive aux Américains. Mais mon Dieu, la garde côtière vient de commettre un acte de piraterie. Il est temps que la Russie trace une ligne et dise « plus jamais ». Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez aller. À partir de maintenant, si vous prenez une action, il y aura une réponse militaire russe et nous sommes prêts à aller aussi loin que vous voulez aller. Je veux dire, si vous voulez, je peux mettre toute ma force nucléaire stratégique en alerte de combat si vous voulez jouer à ce jeu. Actuellement, les États-Unis croient que la Russie ne fera jamais cela, que la Russie n'a pas l'intention de le faire. La Russie ne peut pas le faire. Et donc les États-Unis vont pousser. Et vous avez des gens insensés comme Pete Hegseth qui pensent juste que, mon Dieu, parce que nous avons mis 200 membres du GSOC à Caracas, nous pouvons tout faire. Vous savez, maintenant nous avons mis quelques membres du GSOC à bord d'un tanker russe. Nous pouvons tout faire. Vous savez, et vous avez des gens comme Scott Besson qui croient vraiment que nous pouvons sanctionner la Russie jusqu'à l'effondrement. Et c'est ce qu'il fait. Trump n'a pas adopté une politique de lever des sanctions contre la Russie. Trump a adopté une politique de sanctionner la Russie jusqu'à l'effondrement. C'est la politique de l'administration Trump vis-à-vis de la Russie. La Russie doit se réveiller à cela, car c'est en effet la politique. On ne cherche pas à sortir d'Ukraine. Nous cherchons à vaincre la Russie stratégiquement en Ukraine. Et nous faisons cela en prolongeant ce conflit, vous savez, et en blâmant cela sur Poutine, en disant que les sanctions ne peuvent pas être levées à cause de cela, dans l'espoir de créer une 5e colonne en Russie à cet effet. Vous savez, que doit penser Vladimir Poutine aujourd'hui? Regardons en arrière maintenant. L'attaque de drones contre les bombardiers nucléaires stratégiques russes était une attaque menée par la Centrale Intelligence Agency avec le MI6. La CIA travaille avec les services de renseignement ukrainiens depuis 2015 pour développer des ressources en Russie pour ce type d'attaque. Pour mener une attaque comme celle-ci, cela nécessite, vous savez, la capacité d'identifier des installations d'intérêt, de pouvoir les louer, les exploiter sous le radar, d'acquérir des véhicules. Regardez, nous, c'est ce qu'on appelle des opérations de force avancée. Vous êtes en Iran en ce moment. Vous savez ce que nous avons fait en Iran avant la tentative de sauvetage des otages qui a échoué. Nous avons envoyé une équipe d'opérations spéciales secrètement. Dick Meadows l'a dirigée. Ils ont loué des entrepôts, des camions, des refuges, et ils ont conduit ces camions. Ils ont fait des repérages et, en gros, Delta Force devait arriver, prendre des hélicoptères, puis atterrir à l'extérieur de Téhéran. Les camions devaient rencontrer Delta Force et ensuite Delta Force serait transporté dans des camions iraniens vers l'ambassade, vers le ministère des Affaires étrangères, où ils lanceraient leur assaut. Et ensuite, les hélicoptères viendraient, les amèneraient à un aérodrome. Ils seraient pris par les rangers, etc. Mais nous avions des gens sur le terrain en Iran qui faisaient cela. Vous savez, Fred, je ne me souviens pas, Aruj, je pense que c'était son nom de famille. Il était dans l'armée de l'air, un homme engagé subalterne à l'époque. Iranien, un locuteur persan. Il était avec eux en tant que linguiste. Vous savez, il a été laissé derrière. Je veux dire, quand ça a mal tourné, il a été laissé derrière et Fred a dû s'en sortir seul. Il est arrivé en Turquie, mais vous savez, s'il avait été pris, vous savez, la mort. J'ai rencontré Fred plus tard. Fred est devenu pilote d'hélicoptère pour la Task Force 160, pour l'armée américaine. Les forces d'opération spéciales de l'armée, et il a effectué des missions avec moi en Irak, en tant qu'inspecteur des armes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce que nous faisons. C'est ainsi que nous opérons. La CIA et les Britanniques comprennent, encore une fois, dans la décennie des années 1990, nous avons acheté tout le monde, surtout les Britanniques. Les Britanniques sont allés acheter tout le monde et les ont mis sur la liste de paix. Et il y a un système important en place aujourd'hui en Russie que la CIA contrôle. Ce sont des maisons sûres, c'est
La capacité de générer des revenus si nécessaires sous le radar pour éviter des injections de capital qui pourraient être traçables. Vous avez des gens qui travaillent, gagnent de l'argent, déposent cet argent dans le système pour qu'il soit là et puisse. Donc, lorsque vous louez un entrepôt, vous ne recevez pas 10 000 $ de l'extérieur qui seraient ensuite utilisés pour partir en soulevant un drapeau rouge. Vous êtes simplement un autre homme d'affaires louant un entrepôt. Et c'est ce qu'ils ont fait, puis ils ont construit une usine de production de drones. Et la prochaine chose que vous savez, ils ont lancé cette attaque contre la strate russe, c'était. C'est un test de la Russie. Parce que la Russie avait publié, vous savez, une doctrine nucléaire stratégique qui disait « Si vous attaquez notre infrastructure nucléaire, vous savez, nous allons souffler et faire tomber votre maison. » Et la Russie n'a rien fait. La Russie a répondu « Oh, d'accord. Nous allons l'ignorer comme un non-événement. » C'était un test. Maintenant, apparemment, Donald Trump appelle Vladimir Poutine, obtient une conversation téléphonique avec lui, puis dit « attends, je te rappelle. » et ensuite autorise une attaque de drone qui n'aurait pu avoir lieu qu'avec le soutien de la CIA. Et en même temps, juste pour que vous compreniez, nous espérions que quelque chose se produirait parce que la CIA avait déjà travaillé avec The New York Times et Wall Street Journal des semaines à l'avance pour préparer une histoire publiée ce jour-là. Les gars, vous comprenez que cela ne s'est pas produit par accident. Le New York Times a publié un article basé sur la divulgation par la CIA de secrets profonds et sombres sur leur fonctionnement et ce qu'ils font en Ukraine, et ils l'ont publié le même jour parce que c'était censé être. Le plan de la CIA, vous savez, a fait fuir Poutine, ou a effrayé Poutine, ou a fait fuir Poutine, vous savez, mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Au lieu de cela, ils ont dû modifier en disant « vous savez, mais nous faisions cela ». Vladimir Poutine a été ciblé par Donald Trump. Il n'y a pas d'autre façon de tourner ça. Pas d'autre façon de tourner ça. Donald Trump a ciblé Vladimir Poutine. Peut-être pas avec l'intention de tuer, parce que, vous savez, Trump dit « Eh bien, nous n'avons pas ciblé sa résidence. Juste une installation à proximité. » Alors, quel signal essayez-vous d'envoyer, Donald, pour frapper une installation à proximité? Que je peux t'atteindre à tout moment, et donc tu dois mouiller ton pantalon. Chaque fois que l'Amérique dit saute, vous devez demander à quelle hauteur, monsieur. Le président, vous savez Caligula, que voulez-vous que je fasse? C'était le signal qu'il essayait d'envoyer à Poutine. Maintenant, il semble que les Russes aient été plus malins et qu'ils l'aient démasqué. Et les Russes savent, c'est la chose. Les Russes ont remis une puce aux attachés de défense. Des données qui prouvent qu'ils ciblaient Vladimir Poutine. Et cela prouve qu'ils fournissaient les renseignements. Je veux dire, je pourrais passer longtemps à vous expliquer comment cela est rétroconçu. Je dis juste que les Russes ont remis une puce intacte et ont simplement dit « Nous aimerions que vous y jetiez un œil ». Mais ce que les Russes disent vraiment, c'est « Nous savons tout. Nous savons tout. Nous savons ce que vous avez fait. » Bon, maintenant ils ont envoyé ce signal, mais à moins que cela ne soit soutenu par quelque chose, cela n'a aucun sens parce que Trump, vous savez, ce culte de la personnalité est entouré uniquement de gens qui disent oui. Monsieur. Président, nous l'avons presque eu. Bon travail, monsieur. Président, vous lui avez certainement montré un truc ou deux. Vous savez, la CIA se félicite disant « Regardez comme nous sommes forts ». Rubio dit « Oui, eh bien, vous savez, je n'ai pas peur de la Russie, et tout ça. Vous savez, vous devez respecter Vladimir Poutine parce qu'il est un leader sobre, un leader réfléchi, un leader pragmatique. Mais il a affaire à un fou littéral qui, en ce moment, il n'y a pas de contrôle et d'équilibre pour cela, pour les actions de ce fou. Vous savez, encore une fois, je ne suis pas ici pour conseiller le président de la Russie, mais je suis ici pour l'entendre qu'analyste, expert, analyste. Vous êtes manipulé comme un imbécile par le président des États-Unis. J'espère que vous comprenez cela, que vous l'acceptez et que vous prendrez les mesures nécessaires. Mais si vous pensez une seule seconde qu'il existe un esprit de l'Alaska, si vous croyez un instant que ce ne sont que les mauvaises influences autour de Trump et que Steve Witkoff pourrait l'amener à se montrer meilleur. Witkoff fait partie du problème, il ne fait pas partie de la solution. Witkoff soutient une 5e colonne à l'intérieur de la Russie qui est conçue pour vous renverser. Monsieur, président, vous avez été averti. Oui, Scott, vous êtes allé en Russie. Comment avez-vous trouvé les différences, cette partie de la société? Vous avez juste mentionné un peu ce qui se passe en Russie et Witkoff, le rôle de Witkoff et de son équipe pour d'une certaine manière créer des différences au sein de la société. Mais quelle influence cela pourrait-il avoir sur le président russe? Je parle de l'intérieur de la Russie. Et comment vous voulez dire, comment cela pourrait-il être utilisé comme arme contre Poutine? Oui, exactement. Comment est-il possible d'utiliser cela comme arme contre Vladimir Poutine? Parce que nous connaissons le système. Admettons. Le système est ainsi.
Disons que vous êtes le gouverneur de la région de l'oblast de Novosibirsk, le moteur économique le plus puissant de Russie. Et vous savez, cette opportunité que Witkov met en avant, que Dmitri met en avant, a le potentiel de, vous savez, vous donner la capacité de contrôler les contrats, de contrôler le développement, et soudain vous regardez votre avenir en vous disant, bon, vous savez, Vladimir Poutine a, vous savez, environ 70 ans. J'ai la quarantaine. Je pourrais être le prochain président de la Russie. Je pourrais devenir le moteur économique de la Russie. Je pourrais être celui vers qui Poutine se tourne, et je pourrais être le prochain président. Vous savez, donc je suis excité à ce sujet. Et maintenant, vous avez implanté cette idée dans sa tête qu'il est pertinent, qu'il est quelqu'un, et il commence à parler aux gens, à d'autres personnes, y compris le FSB local. Il les utilise alors pour faire taire l'opposition, ce qu'ils font actuellement. Vous savez, et ce n'est pas seulement Novosibirsk, mais c'est aussi d'autres régions. Vous, dès que vous commencez à parler du développement des ressources russes, les gouverneurs, le gouvernement local des régions qui ont ces ressources ont un intérêt direct dans cette possibilité, car beaucoup de ce potentiel est actuellement dormant parce que la Russie manque de capacité à agir sur son développement. Si vous êtes, vous savez, si vous dirigez l'économie et que vous dites « Oh là là, pour cela, si nous continuons cette guerre, nous allons devoir passer à une économie de guerre à un moment donné, et cela va affecter les marchés dont je tire de l'argent. Tous mes amis tirent de l'argent. Cela va nécessiter de se serrer la ceinture, ce qui va me faire diminuer parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'influence, parce que je suis l'Ersuy-Son qui contrôle l'argent, je peux faire arriver l'argent, et soudain, je ne le suis plus. Toutes ces personnes commencent maintenant à se parler entre elles. Et vous savez, ce qui se passe maintenant, c'est que, vous savez, Vladimir Poutine commence à découvrir qu'il y a un gouvernement de l'ombre. Il y a des gens qui conspirent derrière son dos, que peut-être les instructions qu'il a données ne sont pas entièrement exécutées. Vous savez, peut-être que l'armée commence à remettre en question, vous savez, sa direction, son leadership. Cela ne se passe pas maintenant, je ne crois pas. Je pense que Vladimir Poutine a toujours, vous savez, un soutien considérable. Mais c'est ce qui pourrait arriver. C'est ce que la CIA essaie de faire arriver. C'est ce que la CIA essaie de faire depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Vous savez, et ils ont réussi avec Navalny, Nemtsov. Toutes ces personnes étaient des actifs de la CIA, achetés et payés. Mais les Russes, grâce à leurs lois sur les actifs étrangers, leurs lois sur les agents étrangers, ont pu fermer les vecteurs de contrôle, les organisations non gouvernementales. Donc, la seule chose qui reste en Russie aujourd'hui, ce sont ces actifs à long terme. Des actifs qui avaient été achetés dans les années 1990 par la CIA et le MI6 et qui pourraient être activés si nécessaire. Mais maintenant, vous avez créé un nouveau potentiel parce que si vous êtes, réfléchissez-y, vous êtes Kirill Dmitriev et Vladimir Poutine vous a maintenant choisi pour être la personne en interface avec Witkov. Donc, vous avez une réunion, vous vous rencontrez au Kremlin. Poutine dit, oui, c'est bien. Alors, Dmitriev rencontre maintenant ses compatriotes russes et dit, l'esprit de l'Alaska est réel. Parlons de ce que... Donc, la prochaine fois que Dmitriev vient, nous avons un plan d'action pour l'Arctique que nous pouvons mettre sur la table pour attirer l'Amérique. Et donc, maintenant, il va jusqu'à l'Arctique et fait que toutes ces personnes planifient. Et une fois que vous commencez à planifier, c'est comme pour n'importe quoi. Vous commencez à planifier des vacances, vous commencez à visualiser les vacances dans votre esprit. Vous savez, je suis déjà sur la plage à Hawaï, je joue déjà au golf, je suis déjà... Et puis soudain, on me dit, non, vous n'allez pas en vacances. C'est comme une grande déception. Je veux partir en vacances. J'ai planifié des vacances. Je dépense cet argent en ce moment même. Et c'est ce qui se passe. Il crée ces commissions, ces groupes de planification qui commencent à planifier l'avenir de la Russie. Je veux dire, toute cette histoire stupide de tunnel, vous savez, il n'y aura pas de tunnel. Cela n'arrivera jamais. Mais Dmitriev dit, nous allons avoir ce tunnel sibérien Alaska. Non, vous ne l'aurez pas. Et si jamais vous le faisiez, ce ne serait pas pour apporter la richesse américaine en Russie, c'est pour siphonner les ressources russes de Russie, car c'est la seule chose que les États-Unis comprennent. Nous ne nous soucions pas de la Russie. Nous ne nous soucions pas de la Russie. Nous ne nous soucions pas de la Russie. Nous ne nous soucions pas des entreprises russes. Nous ne nous soucions pas des résultats russes. Nous ne nous soucions de rien concernant la Russie. Tout ce que nous voulons, c'est que les ressources russes arrivent en Amérique selon des conditions qui nous conviennent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça l'esprit de l'Alaska. Mais même alors, c'est un mensonge, car cela implique que nous voulons une sorte d'interaction économique légitime entre les États-Unis et la Russie. Ce n'est pas le cas. Ce que nous voulons, c'est utiliser la promesse d'une interaction économique légitime pour créer une 5e colonne et atteindre notre objectif ultime.
Et encore une fois, je le dis aussi fort que je peux, les États-Unis cherchent à évincer Vladimir Poutine depuis le moment où Vladimir Poutine est devenu président. Cela fait 25 ans que ce processus est en cours. Allez les gars, Joe Biden est allé à Moscou en mars 2011 et a dit directement au peuple russe, à l'opposition, que ce n'était pas une bonne idée pour Vladimir Poutine de revenir et d'être président des États-Unis. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas bon pour Poutine. Ce n'est pas bon pour la Russie. Pouvez-vous imaginer, Dmitri, Medvedev venir aux États-Unis, vous savez, et avoir une réunion à New York avec un groupe de banquiers et tout ça. Et ce n'est pas une bonne idée pour JD. Vance de se présenter à la présidence. Pas une bonne idée. Pas bon pour JD et pas bon pour l'Amérique. Nous pensons que la personne devrait être celle que nous choisissons. Vous savez, vous savez notre personne. Les Américains diraient, es-tu sous l'emprise drogue? Sortez d'ici. Mais Joe Biden l'a fait en plein jour parce que c'est ce que nous faisions. Nous sapions la Russie, nous les avons toujours sapés. Nous n'aimons pas Vladimir Poutine. Nous ne voulons pas travailler avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine représente tout ce que nous détestons. Vous voyez, nous étions heureux dans les années 1990 lorsque la Russie était à genoux, rampant vers nous pour des miettes. Oh, cela nous rendait si heureux. Et puis Vladimir Poutine a appris à la Russie à se relever. On est là, ouah. Que faites-vous? La Russie n'est pas autorisée à se relever. Nous avons gagné la guerre froide. Remets-toi à genoux, Russie. Comporte-toi bien, au pied. Et la Russie a dit, non, nous allons nous relever. Et puis Poutine leur a appris à s'aimer. Car il y a eu une période, dans les années 1990, où la Russie a cessé de s'aimer. La Russie a dit, oh, nous sommes si mauvais. Nous sommes si inférieurs. Nous devons faire ce que l'Occident nous dit de faire. Nous devons être comme l'Occident. Nous voulons être comme l'Occident. Nous voulons toutes les choses de l'Occident. Rendez-nous comme l'Occident, s'il vous plaît. Nous ferons tout pour être comme l'Occident. Mais maintenant, Poutine a dit, et la Russie est l'une des grandes civilisations. Pourquoi ne commencez-vous pas à être fiers d'être Russes? Et les Russes ont regardé autour d'eux et ont dit, oui, nous sommes plutôt cool. Et aujourd'hui, les Russes sont debout sur leurs deux pieds, en pleine forme, très fiers de qui ils sont, et nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas traiter avec une Russie qui est la Russie. Nous voulons que la Russie soit vaincue, passive, docile, faible. Nous ne pouvons pas gérer une Russie qui se tient debout sur ses propres pieds, et qui dit, nous sommes fiers de qui nous sommes, parce que la plus grande menace que la Russie pose maintenant est le fait qu'ils ne veulent pas être comme nous, car c'est ainsi que nous contrôlons le monde. C'est ainsi que fonctionne l'hégémonie américaine. Nous convainquons les sociétés concernées que vous êtes inférieurs, que la seule façon de vous asseoir à la table est d'être comme nous. Nous l'avons fait en Iran. Nous le faisons en Iran. Allez les gars, tous ces magasins occidentaux chics. Vous savez, allez, femmes iraniennes, car nous savons qui dirigent l'Iran, ce sont les femmes, tout comme elles dirigent tout dans le monde. Et vous pouvez obtenir cette jolie robe, et vous pouvez porter ce joli maquillage à la maison, et vous pouvez faire ceci, cela et l'autre chose. Nous pouvons vous emmener à Londres pour que vous puissiez faire du shopping, et tout ça. Dites simplement à votre mari, ces ayatollahs, ils doivent partir, vous savez. Et puis l'épouse chuchote à votre oreille, chérie, l'ayatollah doit partir. Et ensuite, vous obtenez des manifestations dans les rues. C'est une chose simpliste, vous savez, comique, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Nous jouons sur les désirs de base des gens, et au lieu que les femmes iraniennes se réveillent chaque matin en disant « Je suis fière d'être iranienne, point, je suis fière de ma religion, je suis fière de ma culture, je me tiens sur mes propres pieds en tant que représentante fière de la société iranienne. » Vous voyez, c'est ce que l'Occident ne veut pas. Nous voulons que les femmes iraniennes se disent « Je veux être comme ces femmes à Londres, je veux être comme ces dames à Paris, je veux aller à New York parce que l'Iran craint. » Non, la même chose en Russie. Nous ne voulons pas que les Russes regardent autour d'eux et disent « Je suis fier de la Russie. Je suis fier d'être russe. Vous savez, je pense que la Russie est formidable. Nous voulons que les Russes disent « Oh, la Russie craint. Nous voulons être comme l'Occident. Nous avons besoin de l'aide américaine. Nous avons besoin que l'Amérique envoie ses conseillers comme elle l'a fait dans les années 1990 pour que notre société s'effondre. Vous savez, c'est le but et l'objectif du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas seulement ce que Trump veut. Trump a juste maintenant une bande de maniaques au pouvoir qui croient qu'ils peuvent réellement mettre cela en œuvre. Mais c'est ce que les États-Unis ont voulu pendant 25 ans, et Vladimir Poutine doit se réveiller face à cette réalité. Donc, écoutez, je dois me réveiller face à cette réalité. Je suis le gars qui vient de passer les 2,5 dernières années à voyager en Russie pour promouvoir l'amitié américano-russe. Vous savez, quel tas de conneries je vendais. Vous savez, oh, l'Amérique veut être votre ami. Non, apparemment pas. Et tant que le public américain est infecté par la russophobie, vous ne pouvez pas faire confiance aux Américains. Il y a des individus comme moi et d'autres qui y croient, mais nous sommes des individus informés. Mais tant que vous ne brisez pas l'emprise russophobe sur la façon dont les Américains reçoivent leurs informations, à travers le milieu académique, les médias traditionnels, la propagande gouvernementale, le peuple américain est infecté. Je veux dire, la stupidité que je lis dans votre chat et dans tous les autres chats, je ne vous blâme pas uniquement.
La stupidité des gens ici qui ne connaissent rien à la Russie, mais qui agissent comme s'ils savaient parce qu'ils ont lu un tweet de Kirill, vous savez, de Steve Witkoff ou autre. Ils sont plus stupides que la merde. Pour connaître la Russie, il faut aller en Russie. Si vous n'êtes pas allé en Russie, si vous n'avez pas, vous savez, plongé là-dedans, vous ne savez rien de la Russie. Alors arrêtez de faire semblant. Mais c'est le problème. L'Amérique est contrôlée par des gens ignorants. Elle est soutenue par les esprits de gens ignorants qui pensent savoir quelque chose alors qu'ils ne savent absolument rien. Et tant que ce système existe, pourquoi la Russie devrait-elle être amie avec nous? Je veux dire, la Russie devrait toujours garder la porte ouverte et dire, si vous voulez accepter la Russie selon ses termes, elle sera votre amie. Mais je pense que le jour où la Russie attendait que l'Occident vienne est révolu. Fermez la porte, bon sang. Faites-nous frapper. Ne nous tenez pas la porte ouverte. Fermez la porte. Isolez-vous. Nous sommes votre ennemi et la plupart des gens essaient de vous détruire. Ils agissent, vous savez, en ce qui concerne la Russie, non pas par désir d'amitié, mais par désir d'utiliser l'amitié comme moyen de tirer parti des systèmes toxiques dans votre société pour la faire tomber. C'est une déclaration triste, mais c'est la vérité sous l'administration Trump. Je ne sais pas si nous pouvons changer cela. Mais je suis très déprimé en ce moment parce que je viens de passer beaucoup de temps à voyager en Russie pour promouvoir le concept des relations américano-russes. Et je suis une personne honnête. J'y croyais sincèrement. J'y croyais quand j'étais là en novembre, bien que cela devienne de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, après ce que mon gouvernement a fait et la façon dont le peuple américain réagit aux actions de mon gouvernement, l'Amérique ne veut pas être amie avec la Russie. Nous ne savons pas comment être amis avec la Russie. Tout ce que nous voulons faire, c'est détruire la Russie. Et la Russie doit comprendre cela et se réveiller face à cette réalité. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit,